Ludovic Jox, bonjour. Salut, Bertrand. Donc Ludovic, je vais te laisser te présenter, mais pour expliquer rapidement, toi tu es sociologue et tu avais fait un travail de thèse, sur justement, les travailleurs humanitaires, on va en parler. En plus d'être sociologue, tu es, aussi toi-même humanitaire et tu continues, aujourd'hui de faire, des missions, hein, si j'ai bien compris et des interventions avec des ONG. Donc on peut dire qu'aujourd'hui tu es à la fois chercheur et à la fois humanitaire et j'avais eu l'occasion, de parcourir, ta thèse qui s'appelait, «L'insatisfaction dans le travail humanitaire» ou «Du travailleur humanitaire». À peu près disons, après le titre, c'est discutable, hein, mais en tout cas officiellement, ça s'appelle les ressorts de l'insatisfaction, le cas du personnel international humanitaire. Voilà, c'est ça. Je l'avais simplifié dans mon esprit, mais ça va. Au moins c'est un titre de thèse qui est compréhensible, parce qu'il y en a qui sont même pas compréhensibles. Et donc c'était un sujet qui m'avait beaucoup intéressé parce que dedans tu parlais justement, aussi des conséquences que ça pouvait avoir sur la santé mentale des travailleurs humanitaires. J'avais trouvé ça extrêmement intéressant, et même si ça fait un moment que je l'ai parcouru, j'avais très envie de pouvoir partager, un peu à l'audience, du podcast, les apports de cette recherche. Voilà, bah, écoute, ce que je te propose, c'est le plus simple, c'est que tu te présentes un petit peu pour l'audience de Périple Humanitaire. OK. Alors, en tout cas, comme tu me disais aussi peut-être de parler de mon parcours, Exactement. avant d'arriver dans le secteur. Et alors moi, je fais partie des gens, disons, qui n'y ont pas été préparés par leurs études, dans le sens où j'ai d'abord fait des études d'ingénieur. Après, j'avais fait un master en politique culturelle et puis j'avais parcouru un peu, j'étais très attiré par l'étranger. J'avais fait un service volontaire européen en Espagne, un bénévolat en Équateur, et différentes choses. Et puis, j'espérais toujours percer dans le milieu humanitaire, développement. Moi, je faisais pas la différence. Mais voilà, je faisais partie des gens qui voyaient ça de façon peut-être un peu idéaliste par les médias, etc. Souvent, bah, j'avais d'autres opportunités, puis à chaque fois, je repoussais le, le moment de frapper à la porte de ce milieu-là. Et donc, il y a une fois, je me suis dit, j'insiste, en fait, tant que je suis pas pris dans ce milieu-là, je continue. Et donc là, j'avais contacté différentes personnes ou des amis d'amis dans le milieu et pour me donner des tuyaux, pour comprendre ce que je devais mettre en avant. Et ça avait fini par marcher avec Médecins sans frontières, donc en 2011. Et j'étais parti en tant que logisticien administrateur en Colombie, c'était ma première mission. Et puis depuis, bah, j'ai enchaîné les missions, mais de plus en plus courtes. Maintenant, c'est des missions souvent très très courtes. Et puis après, ma troisième mission, c'est là que enfin, surtout la deuxième, mais disons qu'en pratique, administrativement, c'était après la troisième que j'ai commencé une thèse parce que je me posais beaucoup de questions. Mais justement, je me posais sans doute aussi beaucoup de questions parce que j'étais pas préparé au milieu et que bah, émergeaient des interrogations enfin, voilà, des thématiques sur lesquelles je m'étais jamais penché parce que j'avais pas, voilà, je n'y avais pas été préparé ni par mon entourage, ni par mon cursus universitaire. Bah, donc ça, c'est très intéressant. Est-ce que, on va revenir juste un tout petit peu là-dessus. Donc toi, tu avais fait, les études que tu as décrites. Tu avais quand même eu une expérience un peu à l'étranger de bénévolat et en fait, tu te retrouves à partir en tant que logisticien sur le podcast, sur la chaîne. On a reçu pas mal de logisticiens qui avaient fait des formations spécifiques là-dedans. Donc c'est intéressant, ce que tu précises là, ici. Heu ma question c'est, tu as dit il y a des personnes qui t'ont très bien conseillé. En fait, c'est quoi les conseils que tu as appliqués, pour pouvoir être pris dans le secteur humanitaire? Alors, je sais pas. En tout cas, oui, j'ai cherché des conseils. Ah, C'est pas parce que effectivement, il y a des personnes qui m'ont conseillé. Ce qu'on Ce qu'on m'a dit, enfin, ce qu'il y a, c'est que c'était différentes personnes. Il y avait une personne de Handicap International, une personne peut-être de l'AFD, enfin, c'était des gens du milieu au sens très large. Qu'est-ce qu'on m'a dit? J'en sais rien, c'est des trucs bateaux, mais je partais de tellement loin. Donc j'imagine un peu des mots-clés ou des thématiques sur lesquelles justement réfléchir un tout petit peu. En particulier, je me souviens bon, de mettre en avant la capacité à vivre en équipe dans je sais pas, bêtement peut-être avoir fait des colonies de vacances ou des choses comme ça.
Et puis, idéalement, le milieu interculturel, parler différentes langues, être à l'aise dans un groupe et voilà, je me souviens au moins de ça dans les conseils, mais à vrai dire, je me souviens plus trop. Donc c'était plutôt les compétences Ouais, transversales, les ouais, soft skills qu'on voilà, voilà. plutôt Heu, ça. voilà, pour préciser, AFD, tu as dit tout à l'heure, c'est l'Agence française de développement, c'est un bailleur de fonds, de Ouais, français, mmh. qui finance donc du coup des projets, à l'international. Donc tu arrives à avoir cette, 1re expérience. Tu pars où exactement, pour ta première mission et tu pars combien de temps? En Colombie, je pars 6 mois à Buenaventura, sur la côte pacifique. Enfin, je peux en parler plus, hein, si tu veux, mais Et je sais quel pas type si de projet? c'était un projet de tuberculose. Donc, à cette époque-là, je sais pas, comment est la situation aujourd'hui. À cette époque-là, il y avait différents foyers de tuberculose multirésistante ou extra, je sais pas comment on disait, enfin très résistante. À l'échelle du monde, il y avait genre la Géorgie, le Kirghizistan, et la Colombie, en particulier dans la ville où on était. Donc voilà, c'était un projet, un petit projet, en création, parce qu'au début on était que 17, c'était vraiment tout petit pour MSF. Puis après on était 40. Voilà. Bon, enfin, OK, donc tu as cette expérience-là, tu renouvelles, un peu les contrats et alors qu'est-ce qui fait le déclic que tu te dis: «Tiens là, il y a quelque chose qui va pas. Il y a une question que je me pose, qui mérite que j'y consacre», je sais même pas combien de temps a duré ta thèse, mais c'est minimum 3 ans. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit: «Là, ça mérite qu'on se pose et qu'on réfléchisse là-dessus»? ouais, bon alors la première mission, je me posais sans doute des questions, mais comme j'étais pas préparé techniquement non plus, j'étais quand même assez pas mal sous l'eau. Donc j'étais beaucoup pris par le boulot, j'étais très perfectionniste, donc je passais beaucoup de temps à faire des trucs, peut-être un peu superflus. Et donc je me posais pas forcément trop de questions sur le pourquoi du comment, voilà, c'était cela étant, bah, on observe forcément, de la fatigue chez les uns et les autres, des tensions, voilà, j'observais des choses, mais qui m'ont pas forcément plus attiré, l'œil que ça. Par contre, ma seconde mission, c'était en Éthiopie et là, il y a eu différentes choses, qui m'ont interpellé et la situation était différente. Alors sans doute, j'avais déjà l'expérience d'une mission, donc j'étais peut-être un peu plus à l'aise dans mon travail. En plus, j'étais dans une ville où j'étais le seul, expatrié pour MSF, ce qui faisait que j'avais sans doute du temps, aussi pour réfléchir ou pour observer un peu plus de loin. J'étais un peu moins dans la sauce. Et parmi les choses qui m'ont interpellé, il y en avait énormément. Hem, mais est-ce que je m'en souviens encore 10 ans plus tard? Sans doute un petit peu. Il y avait entre autres, mais je vais en citer quelques-uns, quelques-unes, mais parmi tant d'autres, il y avait entre autres le fait qu'on venait avec des visas de touristes. Hem Et alors que, l'Éthiopie, voilà, considérait que les étrangers devaient venir avec des visas de travail et qu'il y avait certains postes pour lesquels il ne devait pas y avoir d'expatriés parce que, les Éthiopiens pouvaient tout à fait faire le boulot et donc MSF, court-circuitait ça en nous faisant venir avec des visas de touristes, en nous faisant partir à l'étranger tous les 3 mois pour renouveler le visa de touriste. Bon, pourquoi pas, hein, je peux, voilà, je peux comprendre, mais disons que ça m'interrogeait. Il y avait, le fait, je me souviens d'un médecin, qui me raconte, faire, faire une formation et avoir le sentiment de pisser dans un violon et OK, il a c'est cash. et voilà, c'était son expression. Non seulement il avait ce sentiment-là et en plus il s'est rendu compte, alors ceci pouvant expliquer cela, mais pas forcément, qu'en fait, il était, la X-e génération d'expatriés. En fait, chaque expatrié qui succédait refaisait les mêmes formations sur les mêmes sujets. Mmh. Et voilà et ça l'interpellait. Alors ça peut expliquer le fait qu'il avait l'impression de pisser dans un violon puisque, supposément les gens en face de lui savaient, mais en même temps, s'il a eu le besoin senti le besoin de le refaire, c'est que c'était peut-être pas, compris comme il l'espérait. En tout cas voilà, ça m'interrogeait, est-ce que, qui était, finalement, est-ce que c'était, les Éthiopiens qui étaient dédaigneux, vis-à-vis de cet expatrié ou l'expatrié qui cherchait à tout prix à imposer, sa vision des choses? Je ne sais pas, mais en tout cas ça interpellait. Il y avait ça, il y avait, j'avais un assistant, admin, et peut-être que c'était ma première fois en Afrique et donc peut-être que j'étais aussi, naïf sur beaucoup de choses et sur le niveau, mais j'avais un assistant administratif qui, bah, pour multiplier par 10, savait pas qu'il fallait rajouter un zéro.
et pour faire des additions à 2 chiffres, enfin, on prenait tout de suite la calculette pour faire 12 plus 13. Bon, pourquoi pas? Et maintenant, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens à travers le monde. Mais en tout cas, sur le moment, ça m'avait interpellé. Et je me disais, et pourtant, lui, c'est le meilleur. On l'a recruté parce que c'était le meilleur dans tout le coin. Et donc, en fait, je me posais des questions. Je me disais, mais est-ce que vraiment ça a un sens de s'occuper de la santé alors que c'est pas l'éducation, peut-être qu'il faudrait, sur, sur le sujet sur lequel il faudrait travailler. Voilà, des problématiques. Oui, bon, je peux en rajouter une. C'était sur le fait que c'était la xème fois que MSF revenait. Et en fait, on récupérait, par exemple, des moteurs de bateaux, des vieilles voitures qui avaient été données par d'autres ONG ou par MSF par le passé. Et on s'apercevait que quand les donations étaient faites, 3 mois après, les voitures tombaient dans le fossé ou je sais pas quoi, étaient en rade et puis personne ne savait les réparer, quand bien même on avait fait des donations de pièces de rechange. Donc qu'est-ce qui se passait pour qu'il n'y ait aucune pérennité dans les donations? Voilà, enfin bon, un ensemble de sujets dont certains voilà, peut-être sont tout à fait enfin, clair, évident, pas du tout nouveau pour certains, mais en tout cas pour moi qui n'y connaissais rien, ça l'était, ça m'interrogeait, et il y avait un ensemble d'observations qui m'ont encouragé à réfléchir. Enfin voilà, j'avais besoin de creuser, j'aurais pu lire des bouquins, c'est peut-être ce que j'ai fait un peu au début. La thèse était une solution parmi d'autres. Et puis voilà, et puis il se trouve que finalement c'est la porte de la thèse qui s'est ouverte, mais ça aurait pu être d'autres choses. Voilà, et puis après je me suis lancé dans la thèse. Donc tu arrives à, à proposer un sujet de thèse, à trouver un laboratoire, j'imagine de recherche, un directeur de recherche. Hem, Comment te vient le sujet spécifique, des ressorts de l'insatisfaction? Parce que c'est quand même quelque chose, alors c'est de la sociologie, hein, enfin, c'est ça, hein, le laboratoire dans lequel tu étais, c'était de la sociologie. Mais en même temps et bon là, je connais déjà un petit peu la réponse, mais en Mm. même temps, les ressorts de l'insatisfaction, ça fait quand même très psycho comme, comme sujet. Enfin bon bref, en tout cas, comment est-ce que tu en arrives à cette question des ressorts de l'insatisfaction? Euh, Alors, il y a plusieurs choses par rapport à la question psycho, socio, etc. Moi, quand je suis arrivé en thèse, euh, je suis arrivé aussi par un peu un biais détourné et j'étais pas formé à la sociologie, hein. J'avais dit que j'avais un parcours d'ingénieur, donc ok, Mmh. j'avais fait un master en sciences humaines, en fait en politique culturelle, mais j'étais pas du tout là-dedans. Donc moi, les disciplines académiques au départ, peu importe, enfin, si c'était de la philo, de la socio, de la psycho, des sciences politiques, d'abord, je faisais à peine la différence entre les disciplines. Et puis, à la rigueur, peu m'importait. Moi, ce que je voulais, c'était des réponses à mes questionnements. Et donc, je ne suis pas du tout arrivé à cette thématique-là directement. Au départ, j'avais une vision très terre à terre, très pragmatique ou très ingénieur. Je ne sais pas si ça fait sens. Euh, mais disons que j'avais un esprit formaté dans l'idée qu'il y a un problème, il y a des solutions, et surtout, on peut optimiser et on peut arriver à améliorer les choses. Mmh. J'étais dans des visions très normatives des choses, euh, très sciences dures peut-être. Et donc, moi, au départ, mes questionnements étaient très naïfs peut-être encore, hein, mais euh, très porté sur les questions d'efficacité et d'essayer de comprendre les processus. Je cherchais à avoir les meilleurs indicateurs qui me permettraient de je sais pas quoi. Et donc, j'étais pas vraiment, en fait, j'étais pas dans ma tête n'était pas branchée sociologie. Euh, donc ça, c'est une chose. Donc ça a progressivement évolué. Euh, Ça a progressivement évolué à force de lecture, etc. J'ai envisagé les choses de façon tout à fait différente. J'ai compris aussi comment efficacité, efficience, tout ça étaient des termes socialement construits qui avaient une histoire et que derrière les termes d'efficacité, ce qu'on veut, en fait, on va peut-être mettre des indicateurs qu'on va sélectionner. Pourquoi cela, plutôt que tel autre? Parce qu'en fait, on a une certaine vision des choses, on est porteur voilà, d'une vision du monde, qui que l'on soit. Voilà, donc petit à petit, bon, j'ai commencé à comprendre ces choses-là, à démonter tout ça. Et par rapport à la question de l'insatisfaction, ça a évolué, c'est-à-dire que je me suis dit progressivement, en fait, il y avait le terme de frustration qui était Mmh. principal.
dans les entretiens. C'est plutôt le terme de frustration et je me disais: «Beh, je vais essayer de comprendre, pourquoi les gens sont frustrés, quoi». Attends, Et puis excuse-moi, ça veut dire que tu as commencé par mener des entretiens et c'est comme ça que ça a ouais, émergé un petit peu? c'est OK. exactement ça. Je Avec des pense travailleurs humanitaires qui ont pas mal, évoqué le sentiment de frustration, c'est ça? oui, enfin, il y a plusieurs choses, hein, c'est un lent processus, mais tu as raison, disons qu'au cours de la première année, mes premiers entretiens étaient orientés efficacité, c'est-à-dire que je leur posais la Ah. question, c'est quoi, pour toi, c'est quoi les objectifs de l'organisation? Parce que je me disais pour, optimiser, bah, il faut avoir des objectifs, puis derrière, on va réfléchir comment faire au mieux. Donc je posais la question: «C'est quoi les objectifs?» Et puis derrière, ça serait quoi, une organisation efficace? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer? Mais en même temps, bah, j'étais un petit peu encadré et donc on m'encourageait à poser des questions sur les parcours de vie, et puis sur les questions des représentations et donc je me rendais compte à quel point, bah, tous les individus qui étaient en face de moi avaient des représentations différentes de ce que pouvait être, les objectifs de l'organisation. Ils disaient tous des trucs différents, donc déjà comment on peut s'entendre? Alors que bon, il y avait des choses qui revenaient, mais c'était souvent, les choses qui revenaient étaient souvent liées plutôt au discours, public de l'organisation. Mais bon voilà, donc il y avait ces choses-là et puis dans les parcours de vie, je me rendais compte d'un certain nombre de choses et puis quand même cette question du de la frustration ou disons que je sais plus comment je posais la question, mais je disais, voilà, quel a été le meilleur projet pour toi ou le plus mauvais? Et il me disait pourquoi, il le justifiait et finalement dans le plus mauvais, ben, j'insistais. Alors c'était quoi? Qu'est-ce qui te plaisait pas? Et cetera et c'est vrai que c'est comme ça progressivement, je pense que je me suis orienté plus vers ces questions de frustration et là, bah, dans les discussions avec des collègues, sociologues et cetera. Alors d'abord, pendant longtemps, un certain nombre de collègues sociologues plus, plus assis dans la discipline considéraient que ça n'était pas un sujet parce que alors là, tu as des questions de légitimité, académique, mais effectivement qui vont considérer que tout ce qui est du ressort des émotions, heu, en fait, renvoie à la psychologie et n'est pas un objet d'étude pour la sociologie. Cela étant, bah, en fait, depuis les années 80, il y a différents différentes approches qui ont considéré que les émotions, au même titre que n'importe quoi, peuvent tout à fait être un sujet aussi pour les sociologues. Alors, ce ne sera pas forcément étudié de la même façon, et pas avec les mêmes concepts, pas avec les mêmes notions et puis, voilà, enfin, ça sera pas les mêmes questionnements, mais évidemment ça va se rejoindre, évidemment ça va être assez proche. Voilà et donc après pour des considérations, académiques, enfin universitaires, j'ai ma littérature il a fallu que je l'oriente, davantage vers celle des sociologues, en tout cas des écrits davantage sociologiques, donc de la sociologie des émotions. Mais il n'empêche que, moi au début, vu que je me fichais, des frontières académiques, j'allais, piocher beaucoup chez les psychologues qui m'apportaient, beaucoup de choses, quoi. Donc au final, je pense qu'il y a un petit peu des 2 et on m'a reproché, jusqu'au bout, de faire trop appel, aux psychologues, enfin voilà. D'accord. Alors pour rendre ça un petit peu concret, heu, tout à l'heure, tu disais toi-même que tu avais peut-être une vision un peu idéalisée, du secteur humanitaire avant même de partir et là, Mmh, tu nous dis que dans tes entretiens, mmh. tout le mon les travailleurs humanitaires avec qui, tu as pu avoir des échanges, avaient des représentations du travail humanitaire qui étaient différentes. Comment est-ce que tu pourrais nous illustrer ce que c'était pour toi à l'époque une vision idéaliste de l'humanitaire? Tu pensais que c'était quoi l'humanitaire avant de te lancer? Du côté idéaliste, je pense que c'est surtout de se dire que, hem, bah, en fait, c'était un milieu qui aurait peut-être été épargné, des tensions, entre collègues, par exemple et de se dire, bah, vu qu'on est là pour une bonne cause, une cause commune, et puis qu'on fait pas trop attention au salaire, en particulier chez MSF où, bah, la première année sur le terrain, à l'époque, en tout cas, on avait, des indemnités, c'était genre 600 € par mois et c'était déjà pas mal puisque quelques années avant, c'était même 0. Donc à partir du moment où on venait pas pour ça, bah, c'est qu'on allait bien s'entendre. Voilà, donc ça peut faire partie de la vision idéaliste. C'était aussi, parmi dans l'idéalisme, je pourrais aussi mettre la question, des effets pervers et l'idée enfin justement la surprise de voir qu'en fait, ce que tu peux faire peut avoir un effet, contre-productif, enfin un impact Mmh. contre-productif. Tu penses à Heu, quoi quand tu dis ça?
Bon, en fait, tout peut avoir un impact, un impact contre-productif. Donc, mais je peux prendre par exemple une question qui revient souvent, celle de la dépendance que l'on peut créer chez ceux à qui on apporte de l'aide. C'est le fameux truc du pêcheur, apprends-lui plutôt à pêcher, etc. Parce qu'effectivement, si tu lui apprends pas à pêcher, bah, en fait, il sera toujours dépendant de toi pour pêcher, quoi. Je sais pas si c'est très clair, mais enfin, Si, en tout si, cas, si, si, c'est un adage qui dit, «Si quelqu'un a faim, plutôt que de lui donner un poisson, apprends-lui à pêcher». merci, voilà. Ouais, tu le dis mieux que moi, mais donc, mais c'est l'idée que même, c'est pas du tout enfin, c'était pas l'idée d'imposer d'apprendre à pêcher et comme si la personne ne savait pas pêcher. C'est presque pire que ça. C'est-à-dire que en fait, avant que tu arrives, les gens ils se débrouillent, ils vivent, ils ont une façon de faire. Toi, tu arrives avec ta façon de faire. Je pense qu'elle est meilleure éventuellement. Tu vas leur dire de faire comme ça. Résultat, ils vont intégrer ces façons de faire là, mais sauf que ça vient avec des moyens, souvent des moyens techniques, des moyens je sais pas, des voitures, des pharmacies avec plein de médicaments chez Médecins Sans Frontières. Et puis quand tu pars, bah, la pharmacie, elle est plus approvisionnée. Les voitures, elles tombent en ruine. Et donc, en fait, tout le système que tu as mis en place, bah, il est plus là. Et donc, en fait, euh, tu as pu rendre dépendant. Ah ouais, non, je vais donner un meilleur exemple. La question de l'effet pervers, pardon. On va oublier juste ça. Enfin, on peut le mettre dedans, mais il y a un exemple qui est plus parlant. C'est le fait qu'avec Médecins Sans Frontières, on impose sur le terrain la gratuité des soins. Or, OK. la plupart des systèmes de santé fonctionnent avec au moins une faible participation financière des patients, ce qui leur permet justement d'aller acheter des médicaments, payer leurs médecins, tout ce qu'on veut. Et finalement, ça peut fonctionner en circuit fermé, soit au niveau national, soit au niveau local. Parfois, tu peux avoir un centre de santé qui fonctionne comme ça, quoi. Mais sauf que chez MSF, quand on rentre dans un centre de santé et qu'on le prend en main, ben, en fait, on impose la gratuité des soins. Donc les gens sont plus habitués à payer pour les soins. Et puis derrière, quand on s'en va, ben, les gens ne veulent plus payer. Voilà. Bon, ça, c'est un petit exemple de fait pas mal. Mais on pourrait en faire. On Non, pourrait en faire. c'était clair, merci, oui, j'imagine qu'on peut en trouver plein. Mais donc c'était pour illustrer un petit peu cette vision idéaliste où tu te disais: Ouais, «Il y aura pas de tension dans l'équipe puisqu'on est tous là pour la bonne cause. ouais, Ce qu'on va faire, c'est merveilleux et on va les aider» et en fait, sur le terrain, tu te rends compte que les équipes, c'est comme partout, ça se tire dans les pattes voilà. et il y a des tensions et tu te rends compte que en fait, parfois même, l'action que tu penses être Voilà. vertueuse La raison pour a des laquelle tu pensais venir, en fait, n'a pas de sens. Éventuellement. Enfin, tu peux le percevoir comme ça. Et donc, parlons, maintenant du coup de ta thèse. Est-ce que tu as découvert ce que c'était donc ces ressorts de la de la frustration? Non, pas la frustration, l'insatisfaction. Oui. Ce que j'ai découvert, en tout cas, j'ai apporté des réponses qui me satisfont. Euh, voilà, en tout cas, moi, je suis content de. Disons que je me suis appris des choses que je ne savais pas. Je ne sais pas si les autres apprendraient des choses en me lisant, mais en tout cas, moi, en écrivant cette thèse, en faisant mes recherches, j'ai appris des choses. Et donc, mes réponses me satisfont. Cela étant, ce que je peux dire, enfin, je ne sais pas si tu m'interromps aussi si je nous embarque pas forcément dans la bonne direction. Il y a d'abord la question de l'insatisfaction. Pourquoi être passé de la frustration à l'insatisfaction? Je sais pas Oui, si ça. oui, parce que je l'ai pas précisé, c'est vrai que voilà. Tu parles Mais beaucoup de frustration et après tu arrives à l'insatisfaction. Vas-y, voilà. développe ce point-là, oui, oui. Alors, en fait, ça, c'est pas spécialement une réflexion de moi, dans le sens où moi, je m'attachais pas mal à la question de la frustration, mais j'avais quelqu'un qui, bon, Marc Le Pape, pour ne pas le citer, qui est un chercheur, je pense à la retraite, mais qui était directeur de recherche au CNRS, je crois. Ah, oui, oui, CNRS, rattaché à l'EHESS, et qui en fait est conseiller pour le CRASH, donc le Centre de réflexion, action et savoir humanitaire chez MSF. Et donc, m'a beaucoup aidé. Et entre autres, bah, il m'interrogeait sur ça. Mais pourquoi la frustration? Et dans ce cas-là, où est-ce que je mets la colère, la tristesse, Ah OK. la fatigue et tout ça? Et est-ce que je dois le traiter séparément? Est-ce que je dois traiter chacun de ces éléments-là séparément et essayer de comprendre les ressorts de chacun de ces trucs-là? Le burn-out, est-ce que je le mets dedans? Et face à cette juste remarque, bah, la solution que j'ai envisagée, c'était de prendre un gros sac et de tout mettre dedans.
et ce gros sac, je l'ai appelé soit satisfaction pour les situations où ça se passe bien, soit insatisfaction pour les situations où ça se passe mal. Quand je dis, ça se passe bien ou ça se passe mal, en fait, je m'appuie sur la subjectivité ou le jugement, personnel, et en considérant que, il y aura insatisfaction si, la personne que j'interviewe, juge de façon négative la situation dans laquelle elle se trouve, et ou si, elle, évoque un certain nombre d'émotions qu'on va traditionnellement qualifier, de négatives. Par exemple, si elle me dit, «Je suis dégoûté, je suis machin», bon, je vais appeler ça de l'insatisfaction. Voilà, OK. et donc Donc ça, c'est 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 donc le en fait, jugement c'était une personnel. façon de regrouper satisfaction, insatisfaction, c'est une façon de Oui, regrouper un petit peu la frustration, mais aussi plein d'autres, émotions, plein d'autres ouais, sorts, OK. exactement. Et donc ça m'a permis, de traiter, aussi, voilà, tout ce qui est, burn-out, Mmh. heu, risques psychosociaux et cetera, qui sont peut-être des sujets, desquels en tout cas toi tu es peut-être familier, et voilà, j'ai intégré tout ça là-dedans. Dans mon gros sac insatisfaction, il y a la fatigue compassionnelle, la fatigue enfin, le stress au travail, le stress, tout simplement, ces choses-là. OK. Et donc, tu dis que ça a apporté des réponses pour toi. C'est quoi l'avant-après? Avant ta recherche, tu pensais quoi? Et après ton travail de recherche, qu'est-ce que ça a changé dans ta façon de voir justement, le travail humanitaire? Heu, bon alors avant-après, bon, il y a tellement de choses qui ont changé, je pense que je vois le monde, de façon très différente, mais surtout, ce que je dirais, bah, c'est, là, ça sera personnel, hein, c'est-à-dire que, ça c'est de la réflexivité, c'est-à-dire, je me revois finalement, tel que je pou enfin, disons, je comprends dans quoi j'étais pris à l'époque et ce qui pouvait, me perturber, et donc l'avant-après, ça serait, hem, il y aura par quel bout je vais prendre ça? De toute Heu, façon, demander à un thésard d'expliquer sa thèse, c'est toujours un exercice compliqué. ouais, je peux le faire. Après, ce qu'il y a, c'est que ça dépend, oui, si je pars sur l'explication de la thèse, ça, je peux le faire, mais sur l'avant-après, moi, il y a beaucoup de choses à dire. Ce mais pour essayer de répondre plutôt à ta question, ouais, en tout cas, c'est que j'étais capable de me resituer, et je vais peut-être illustrer ça. Heu, Moi, je me situais dans un groupe particulier, d'expatriés. Pour le faire, schématiquement, et dans ma thèse, il y a un j'ai fait un tableau où je le faisais de façon schématique comme ça. Évidemment, tous les schémas sont discutables parce qu'à partir du moment où on schématise, on catégorise, ça veut dire qu'on met de côté, des choses, hem et donc c'est discutable. Cela étant, moi, j'avais découpé ça. Alors là, il faut que je fasse travailler ma mémoire, mais disons, que j'avais, les satisfaits, les ou non, on va prendre les insatisfaits. J'avais les insatisfaits parce que, heu, bah, ils étaient en bas de la hiérarchie et ils se pensaient meilleurs que les autres. Voilà, bon, ça, c'est une catégorie d'insatisfaits, disons. Donc tu OK. vois, imagine, en résumé, c'était moi. Je commençais en bas de la hiérarchie des expatriés, mais j'avais, confiance en moi ou dans mes connaissances. Je pensais que mon diplôme d'ingénieur, j'étais un peu plus malin que les autres. Hem et donc bah, quand tu es en bas de la hiérarchie, il y a certains, sociologues, psychologues qui parlent d'action empêchée. Bah, justement, tu es dans cette situation-là. Tu as envie de faire des choses, mais tu ne peux pas parce que tu as pas les responsabilités, ou ta hiérarchie ne te fait pas confiance, ou n'a juste pas le temps de t'écouter parce qu'ils ont autre chose à faire, ou parce que tu es pas légitime et que le discours que tu tiens, de toute façon, en fait, il leur paraît un peu débile. Et donc toi, tu souffres, parce que tu aimerais bien faire des choses, tu as une opinion sur ce qui se passe, et surtout tu as une opinion, en plus, que tu penses, légitime, et tu penses que tu es Mmh. un peu meilleur quand même, tu es un petit peu plus malin. Et ben ça fait mal. Là, tu es un petit peu OK. insatisfait. Là, surtout, tu vas peut-être beaucoup travailler, tu vas être fatigué, tu vas être frustré, en colère, enfin dégoûté, et puis tu vas peut-être abandonner, au bout d'une mission, et tu vas quitter le milieu. Donc moi, j'étais là-dedans, et je m'en rendais pas compte, je m'en rendais pas compte.
Et ça génère plutôt de la satisfaction, c'est ça que tu dis? En tout cas, alors, c'est dans la matière, je dis pas tout à fait ça. Je dis ça protège de l'insatisfaction. Par Ah. contre, ça peut être neutre. C'est-à-dire que c'est pas non plus, tu vas être, waouh, c'est trop bien. C'est pas non plus nécessairement ça. Ça peut être ça aussi, mais ça peut être juste neutre. En tout cas, au moins, tu ne souffres pas. Parce que il y a aussi, voilà, il y a aussi toute la thématique des sujets pour lesquels tu vas être relativement indifférent. Parce que encore faut-il, alors ça, on va en parler, mais enfin, il faut en parler. Pour être ému, et disons qu'il faut être concerné. Et donc, pour avoir des émotions positives ou négatives et se trouver en difficulté, ou voilà, il faut en fait être concerné par ce qui se passe. Or, enfin, il se peut aussi que, en fait, sur ces thématiques-là, moi, j'en ai rien à secouer. Et donc, résultat, peu importe si je me pense meilleur ou moins bon que les autres, en fait, c'est pas un sujet qui m'intéresse. Et donc, en fait, j'ai pas d'émotion sur ce sujet-là, ça ne me touche pas. Donc, encore faut-il, pour développer des émotions positives ou négatives, que on parle d'un sujet sur lequel j'ai de l'affect. Mmh. Et ces sujets-là, là aussi, on peut le démonter sociologiquement, dans le sens où on peut essayer de comprendre dans le parcours de vie antérieur. Pardon, il y a eu un bruit là. Pas de souci. Euh, Qu'est-ce qui m'a déterminé à être sensible à cette thématique-là plutôt qu'à telle autre? Peut-être que c'est mon parcours d'études, peut-être mon parcours de vie, mes études, mon environnement familial, etc. Enfin bon, il y a différentes raisons. Et après, donc là, j'ai mis de côté deux catégories. Mais en fait, il y a deux autres catégories qui peuvent aussi mener à l'insatisfaction et à la satisfaction. Il y a l'inverse de ceux qui, disons, sont, oui, alors ce que je peux dire aussi, c'est que, pardon, juste avant de faire les deux autres catégories, ce que je peux dire aussi, c'est que même si je suis imbu de moi-même, Mmh. euh, euh, je, je peux avoir de la chance. euh, C'est-à-dire que ben, je peux avoir une première mission ou un premier projet, une première responsabilité, où en fait, je vais pas être ennuyé par la hiérarchie. Je vais être relativement indépendant sur mon projet. Ah oui, Et donc, avec beaucoup d'autonomie? ouais, avec beaucoup d'autonomie, ou parce que, tu vois, je suis sur le côté psycho, et en fait, je suis le seul de mon projet sur le côté psycho. Et donc, en fait, je vais pas être emmerdé. Donc, même si je suis imbu de moi-même, en fait, ça va bien se passer parce que j'ai le pouvoir de faire ce que je veux. OK. Et donc, ça va quand même être lié, même si je suis en bas de la hiérarchie, ben, si j'ai personne au-dessus pour en fait m'ennuyer, ça peut passer et ça peut même bien se passer. Donc, voilà. Et c'est quand même important. Et donc, de l'autre côté, je disais les deux autres catégories qui peuvent aussi mener à l'insatisfaction et satisfaction mais de façon inversée. Donc là, il faut juste que je me le remette en tête. Oui, il y a ceux qui peuvent être imbus d'eux-mêmes, en position de ne. Enfin, pardon. Justement, ils sont plus imbus d'eux-mêmes. Mais ils ont peut-être quand même un niveau de diplôme important. Ils sont peut-être blancs, c'est peut-être des hommes, ils sont peut-être du Nord, et ils sont peut-être à un endroit où il y a pas, ils n'ont pas de pouvoir, enfin, ils sont en bas de la hiérarchie, mais ils pensent, ils pensent que, ils considèrent que la situation sociale dans laquelle ils se trouvent euh, ne devrait pas leur octroyer euh, un avantage sur les autres. Enfin, je vais me donner un exemple, ça sera beaucoup plus clair. Il y avait par exemple un vieux chirurgien de NSF qui considérait que c'était place aux jeunes. Et lui, bah, il était chirurgien, il était blanc, il était vieux. Il avait tout ce qu'il fallait sur le papier pour ne pas être content ou plutôt considérer que sa parole devrait être écoutée. Mais en fait, lui, il avait une posture différente qui était justement de considérer que le, le- le rapport de domination, disons, entre qui voudrait que dans la société, les hommes blancs âgés Mmh. domineraient les autres, eh ben, il était injuste ou injustifié, et que au contraire, ça devait être les jeunes, etc., qui devraient être écoutés et devraient avoir le pouvoir. Et donc, en fait, ben, justement, il rebasculait le truc en se mettant du côté de ceux qui faisaient confiance aux autres. Enfin, d'une certaine façon, ça fait comme des croisements. En fait, ça OK. revient comme s'il revenait dans l'autre catégorie de ceux qui sont jamais insatisfaits parce qu'en fait, ils font toujours confiance aux autres, ils pensent que les autres. En fait, ils glissaient dans cette catégorie-là. Donc, je dis quatre catégories, on pourrait dire que deux, hein, à la limite. Mais je vais donner un autre exemple,
c'est de dire aussi que, par exemple, si, je suis, et bon, je schématise, mais quelqu'un de pas diplômé, peut-être une femme et peut-être du sud, bah, peut-être que d'habitude, je vais me dénigrer, et je vais avoir une présomption d'incompétence me concernant. Mais en fait, on le sait aussi, hein, il y a beaucoup de groupes de lutte pour faire reconnaître des rapports de domination et des situations qui ne seraient plus pas acceptables. Et donc, en fait, à l'inverse, si je suis pas diplômé, eh ben, on peut penser, si on pense à la France, en ce moment, enfin, en ce moment, où il y a quelques années, aux femmes de ménage, je ne sais plus si c'était quel hôtel en banlieue parisienne, mais qui se sont rebellés finalement vis-à-vis de la situation dans laquelle elles se trouvaient. Et donc en fait, à l'inverse, chez MSF, on pourrait retrouver ce même type de processus, des gens qui vont glisser dans la catégorie qui était la mienne au départ, finalement considérer que les rapports de domination sont pas, heu, ne sont pas acceptables tels qu'ils sont, et que la catégorie sociale à laquelle j'appartiens devrait être mieux reconnue. Et à Ah oui, partir d'accord. de là, on se retrouve dans ma situation, c'est-à-dire encore de nouveau de l'action empêchée, des gens qui peut-être n'avaient pas de diplôme, enfin, en fait, ne me correspondaient pas du tout socialement, mais qui vont se retrouver dans la même situation et être disposés à autant d'insatisfaction que moi, parce qu'en fait, ils vont considérer que la situation en train de se jouer n'est pas légitime et que leur voix devrait être davantage écoutée. Comme moi, je pensais que la mienne devait être davantage écoutée, mais pas pour les mêmes raisons. Mmh, d'accord, et qu'est-ce que ça a comme conséquence alors, cette insatisfaction? Parce que, au final, est-ce que c'est grave? Oui, oui, enfin, oui, bonne question. Non, ce n'est pas grave. Hem, Merci docteur. oui, oui, non, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je considérais que ça pouvait l'être. En fait, évidemment, c'est comme tout, ça dépend des proportions. Quand ça mène, heu, quand ça mène à de gros burn-out, des gens qui peut-être, éventuellement vont se suicider, ou pour l'organisation, Mmh, une difficulté à avoir de la rétention, de ressources humaines, en tout cas d'individus qui ont été formés dans l'organisation et que les gens partent, voilà, ça peut devenir problématique individuellement, ça peut devenir problématique collectivement, pour l'organisation, quand ça atteint, voilà, des échelles, trop importantes. Cela étant, même quand ça atteint des échelles trop importantes, enfin, on peut aussi voir le verre à moitié plein et l'autre côté, et se dire que, bah, de tout, voilà, de tous les échecs, on peut en faire une force, et cetera, et donc il y a une vision, qu'on pourrait qualifier de doloriste, qui est de considérer qu'à partir de cette douleur, justement, on en fait quelque chose de bien, et donc on peut, considérer que c'est grâce à, une succession de frustrations que, aujourd'hui, on a toutes les organisations humanitaires, du secteur, et que c'est très bien qu'elles soient là. On peut aussi discuter du fait que ça soit bien que le secteur soit tel qu'il est, mais on peut considérer que MSF a été fondé par Bernard Kouchner et Max Récamier, qui étaient frustrés, de leur situation avec la Croix-Rouge, que finalement mmh, Médecins du Monde a été créé grâce à la frustration, encore une fois, de Bernard Kouchner, qui a pas été écouté, en interne, que WA, WAHA, une autre organisation humanitaire qui s'intéresse aux femmes, a été, créée, fort heureusement, par un ancien de MSF, qui lui aussi était frustré par ce qui se passait. Que Halima a été créé par, des gens de MSF, qui étaient, frustrés de voir qu'il y avait pas suffisamment, d'attaches locales, ou en tout cas pas suffisamment de paroles locaux. Donc en fait, on peut considérer que de toutes ces souffrances, de toutes ces frustrations, sont nées des choses qui ne seraient pas nées autrement, et que c'est grâce au fait que mmh, des gens, aient été insatisfaits au sens, que j'ai donné, qu'on a eu autant de créativité, ensuite. Par exemple en termes d'organisation, mais on peut aussi voir ça d'un point de vue individuel. Finalement, c'est aussi la frustration, que j'ai rencontrée sur le terrain qui m'a amené à faire la thèse et à ce qu'on discute, aujourd'hui ensemble. Donc voilà, on peut considérer que la vie est une succession, d'émotions positives, négatives, qui nous emmènent à droite, à mmh. gauche, et qu'il n'y a pas de bien ou de moins bien, que toutes les émotions sont bonnes à prendre, et que voilà. Oui, et Bon, puis émotion, ça veut dire ce qui met en mouvement, exactement, voilà, donc c'est ça. ouais, ouais, c'est je comprends ce point de vue. Mais en fait, c'est vrai que, tu disais tout à l'heure, tu parlais de la rétention du personnel humanitaire. En fait, il y a aussi pas mal, ces chiffres qui circulent que, plus de 50 des personnes qui font une première mission ne renouvellent pas, heu, de mission humanitaire. En fait, sous-entendu, il y a beaucoup de personnes qui font une mission humanitaire et qui après n'y reviennent pas, et ça crée,
d'une certaine façon, une forme de turnover. Enfin, tu parlais de rétention, RH. Est-ce que toi, tu penses que ça a un rôle à jouer assez important, l'insatisfaction dans le fait de reconduire ou pas, sur une nouvelle mission? Moi, je pense que oui, enfin, je pense que disons c'est comment dire? Sous-mesuré. Enfin, je disons qu'il y avait, un certain nombre, enfin, il y a toujours, il y a de plus en plus même d'enquêtes, internes, au moins chez Médecins sans frontières, sur le post-mission et les raisons, enfin, savoir comment ça s'est passé et puis après les raisons de départ. Mais bon, il y a comme toute enquête, quantitative, c'est difficile et il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'angles morts. Donc je pense que c'est sous-perçu, ce sujet-là. Je veux pas dire du tout que parmi les 50 qui s'en vont, c'est 50 de frustrés, absolument pas. Il y a beaucoup de raisons personnelles, pour lesquelles, les gens font pas plus d'une mission, ça peut être des raisons financières, des raisons, des enfants, de vie de famille, ou parfois il y a des parenthèses, des gens qui voulaient juste avoir l'expérience une fois. Il y a plein de raisons. Mais, disons que, alors que dans certaines enquêtes, ça pouvait apparaître comme quasiment, 0 de gens qui seraient, partis pour ça, hem, je pense que c'est pas zéro. Je pense quand même qu'il y en a un certain nombre, voilà, un pourcentage, mais je vais pas dire de chiffres, parce que c'est difficile à dire et que surtout, les raisons sont toujours multiples. Enfin, ça peut être, vie de famille mêlée à frustration ou, raison financière plus, burn-out, enfin, j'en sais rien. C'est voilà, il y a toujours un faisceau de réseaux, de raisons. Mmh. Et alors, selon toi, comment est-ce qu'on lutte contre cette, insatisfaction? Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, tu disais, toi, tu avais pas été préparé à ça, tu avais pas été formé à ce secteur-là. Tu l'as fait parce que, bah, tu en avais envie, que tu as postulé, tu as fini par être accepté, malgré le fait que tu avais pas, entre guillemets, «une formation» dans ce secteur-là. Comment est-ce qu'on s'en prémunit? Est-ce que tu penses que le fait de faire une formation spécifique au secteur humanitaire, ça aide à limiter cet impact de l'insatisfaction? Alors comment on s'en prémunit? Bon, la première chose, c'est comme, tu l'as juste par rapport à la question que tu posais justement tout à l'heure, il n'est pas forcément, enfin, on peut considérer qu'il n'y a pas de raison de s'en prémunir parce qu'en fait, Ouais. ça peut, heu, ça peut avoir, voilà, ça peut être moteur, par ailleurs. Mais bon, si on considère qu'à une certaine échelle, quand ça devient trop, voilà, il faut s'en prémunir, si on considère ça. Hem Est-ce que, se préparer à ces questions-là ou être formé, ça aide? Moi, je pense que oui, beaucoup. J'ai pas d'indicateurs quantitatifs précis. Par contre, ce qui me semble relativement clair, c'est que quasiment 100 des gens, qui ont fait Bioforce que j'ai rencontrés, ont fait plusieurs missions, ont souvent fait plusieurs ONG et en général, voilà, sont pas sont pas perplexes, lors de leur première mission. Disons Ah qu'ils oui. s'attendaient quand même un peu à trouver ce qu'ils ont trouvé. Ils savaient un peu plus où ils mettaient les pieds que les autres et donc voilà, enchaîner une deuxième, e 3e, 4 mission, c'est un peu plus facile. Je dis pas que ça n'arrive pas et qu'il y a pas, certaines personnes chez Bioforce ou ailleurs, qui vont, quitter, même démissionner au milieu de première mission parce qu'ils sont dégoûtés. Je dis pas ça, mais par contre, clairement, dans mes entretiens, ceux qui ont fait Bioforce étaient beaucoup plus, tempérés, sur leur jugement, sur l'organisation. D'accord, et donc tu penses que, ouais, c'est ça, c'est que ça réduit l'écart entre l'idéalisme qu'on peut avoir avant mission et le Ouais, choc avec la réalité de la mission? je pense. Après, dans les conseils ou en tout cas ce qu'on pourrait faire, enfin moi moi mais c'est un conseil d'humain, enfin de vie en société humaine, bah, c'est d'essayer de faire autant que possible et parfois c'est pas facile quand on est fatigué, mais de faire attention aux autres, de les écouter et de pas les dénigrer parce que vraiment une des sources de souffrance, c'est clairement cette idée, d'action empêchée. C'est-à-dire quand il y a des gens qui ont des initiatives, au moins les écouter et si, c'est nous qui avons le pouvoir et qu'on peut pas, suivre leurs initiatives, bah, leur expliquer voilà, prendre du temps et Mmh. c'est pas toujours facile, hein, dans le milieu humanitaire, on a pas toujours le temps, et donc c'est un juste équilibre à trouver entre le temps qu'on a et les nécessités, opérationnelles. Mais disons, voilà, essayer au maximum de prendre le temps justement de pas être, de pas se faire manger par l'urgence et de s'écouter les uns les autres, qui qu'on soit. Mais bon, c'est des conseils,
qui sont de bateau comme ça, parce que le conseil de vie en société pour tout le monde. Mais Non, mais c'est très intéressant de pouvoir aborder, justement un peu ces questions-là. Bon, faut dire aussi que ce podcast, il a un peu cette vocation-là aussi, c'est de démystifier un petit peu le secteur humanitaire, d'apprendre à mieux le connaître de l'intérieur. Tu penses quoi de l'image, qui est renvoyée et qui est véhiculée, de l'action humanitaire, par les médias, par, les ONG et cetera? Est-ce que tu penses pas que ça contribue un petit peu à créer une idéalisation de ce qu'est le travail humanitaire? bah, peut-être, enfin, ça dépend à quelles images tu penses, parce que j'ai envie de dire que plus les années passent, plus on a d'exemples d'organisations qualifiées d'humanitaires qui sont critiquées. Enfin, j'en ai plusieurs qui me viennent en tête. Il y avait l'Arche de Zoé, évidemment, des, des petits-enfants qui étaient adoptés en France, qui étaient enlevés au Soudan. Au Sud, ouais. Il y avait cet agent, bon là, il y avait un programme dollar contre pétrole, je crois, en Irak. Mmh. Donc c'est pas tout à fait l'humanitaire, mais c'était dans les années 90, au moment de, enfin bon, très très décrié aussi. Ou en tout cas, on a mis à jour beaucoup de corruption. Il y a tout ce qui est marché de l'humanitaire pour souvent les Occidentaux qui vont payer leur séjour 500 euros quand localement le salaire est de 100 euros par mois et puis ils payent pour faire 2, 3 semaines un petit séjour humanitaire. Voilà, mais je crache pas dessus, mais en tout cas, il y a beaucoup de reportages dans les médias qui peuvent pointer du doigt certains, certains pans de l'humanitaire qui sont pas forcément très glorieux. Donc, je suis pas tout à fait sûr de cette image-là. Euh, voilà. Donc après, je sais pas, je saurais pas trop répondre à ta question plus que ça. Enfin, Oui, en fait, tu dis que, il y a quand même des exemples que, le travail humanitaire est pas toujours fait de façon professionnelle ou adéquate et donc il y a un peu de tout dans dans les représentations médiatiques, qu'il y a et cetera. Hem, une question qu'on m'a déjà posée et je sais pas si du coup, ça fait partie de tes réflexions et cetera, mais, est-ce que tu penses qu'il y a un profil type chez les humanitaires? Est-ce que tu penses qu'il y a une sorte de un peu de faille, fondamentale ou profonde qui fait que, les personnes se lancent dans le secteur humanitaire? non, enfin, en tout cas, chez MSF, clairement pas. Clairement pas. Enfin, c'est-à-dire que les profils ont beaucoup changé. Ah là, je t'entends plus là, à cause du Ouais, vent. mais là, tu m'entends? Là, ça va, mais c'est vrai qu'on entend un peu le vent. Sinon, je me déplace un tout petit peu. Non, écoute, ça a l'air d'aller. Regarde si tu approches un tout petit peu ton micro, mais sinon je crois que ça va. Ouais, Ça marche vas-y. comme ça va mieux? Ouais. Ok. Oui, attends, pardon. La question, c'était. La question c'était, est-ce que tu penses qu'il y a un profil type chez les travailleurs humanitaires? Est-ce que tu penses qu'il y a Oui, non, alors ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que voilà, le secteur a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on a peut-être chez MSF, en tout cas 30 ou 40% d'individus qui viennent du Sud, des Suds, avec des gens de tout profil, de tout niveau d'études, de la campagne, de la ville, etc. Donc, non. Oui, à une époque, années 90, 2000, peut-être un peu 2010, chez les Occidentaux, chez les Français, on va peut-être retrouver un peu plus un type de profil qu'un autre. OK. Euh, et encore, pas facile à définir. Donc, voilà, pour le faire vite, je ne souscris pas à ça, dans le sens où, vu de notre lorgnette éventuellement, mais une lorgnette large à l'échelle du monde, ou des grandes organisations comme l'UNICEF. OK. Bon là, il y a vraiment beaucoup de vent là. Je suis pas sûr qu'on t'entende vraiment. Je me Le déplace. Ouais, vas-y, essaye de voir si en te déplaçant si bon donc là, il y a eu une petite coupure parce que tu as dû te déplacer à cause du vent, vous avez dû entendre qu'on n'entendait pas très bien. Donc là, ça va beaucoup mieux. Je sais même plus, où un peu les autres sujets que je voulais aborder avec toi, mais Tu sais, moi, je vas-y, peux excuse-moi. non, mais il y a un petit sujet dans ma tête dont je vais pas parler. C'est que dans ma thèse, en tout cas, j'abordais le fait, j'en ai un petit peu parlé de façon implicite, c'était de dire que cette insatisfaction, en tout cas les émotions qu'on pouvait rencontrer,
Pour essayer de les décrypter, dans ma thèse, j'avais découpé en deux parties distinctes la thèse, en mettant d'un côté les contextes, en disant que chez MSF, dans le milieu humanitaire, il y a beaucoup de contradictions, beaucoup de tensions, qui laissent place à de l'incertitude et finalement à des enjeux, des rapports de pouvoir, mais qui sont pas, qui n'ont rien à voir avec l'individu, qui sont propres au secteur, voire propres à l'organisation. Chaque organisation a ses tensions, ses limites, Ouais. etc. Donc ça, c'était une chose, c'était toute une partie de la thèse. Et il y a une autre partie de la thèse qui s'intéresse à l'inverse aux individus et qui considère que face à une situation donnée, à des tensions données, on ne réagit pas tous de la même façon. Donc là, ça s'intéresse au parcours de vie et au fait que bah, justement, la question à l'instant, on vient de plein de zones du monde, qu'on a des parcours de vie extrêmement différents, des religions différentes, des façons de voir le monde différentes, et que face à un même contexte, on ne le vit pas du tout de la même façon. Voilà. Donc il y a une deuxième partie de la thèse qui s'intéresse à ça. C'était juste pour une petite parenthèse. Oui, qui est important, c'est-à-dire qu'il y a les facteurs organisationnels, mais il y a aussi les facteurs individuels. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait et puis bon, tu parlais tout à l'heure des risques psychosociaux, voilà. Il y a aussi ces aspects-là, quand on parle de santé mentale et l'organisation du travail et les individus, s'entrechoquent parfois, quoi. OK, très bien et tu parlais justement donc de l'image un petit peu, des humanitaires et cetera. Hem Des ONG, tu travailles encore aujourd'hui, enfin tu travailles sur un sujet, je sais pas si tu as envie d'en parler un petit peu, mais à Médecins sans frontières, il y a une cellule qui s'occupe de gérer tout ce qui est abus sur le terrain et en fait, ça m'y a fait penser parce que tout à l'heure, quand tu parlais des scandales dans l'humanitaire, il y avait eu, ce scandale, à Oxfam, notamment avec des histoires de violences sexuelles et de voilà, qui étaient faites, au sein de l'ONG. Heu, enfin, c'est pas du tout pour, jeter le discrédit sur Oxfam, c'est juste que malheureusement enfin, heureusement ou malheureusement, ça avait été, médiatisé, mais ça arrive, déjà dans toutes les organisations du travail en général et ça arrive dans le secteur humanitaire aussi et du coup, je sais qu'il y a des ONG, notamment comme Médecins sans frontières, qui ont commencé à mettre en place des cellules d'enquête, pour essayer de prévenir et de punir ce genre d'abus. Tu pourrais nous en parler un petit peu, en quoi ça consiste d'être, enfin cette cellule-là, ce travail-là? Oui, oui, je peux en parler sans doute un peu. Moi, j'ai fait des enquêtes donc pour Médecins sans frontières Belgique et Médecins sans frontières Suisse, donc je ne sais pas ce qui se passe ailleurs et même chez les Belges et chez les Suisses, j'ai pas de grande responsabilité, enfin, je suis juste enquêteur. Donc, ce que je peux dire, en tout cas de ma connaissance de ces sujets-là, aussi, c'est, alors avant les années 2000, je ne sais pas trop comment c'était géré, mais disons que depuis les années 2000, en tout cas, ça apparaît dans les rapports annuels que, il y a, tant d'abus, qui ont été mis en lumière, et cetera. Mais, ce qui est sûr aussi, c'est que ça a été, de plus en plus formalisé et chez MSF, il y a des typologies d'abus qui ont été définies de façon intersectionnelle, donc quelles que soient les sections, c'est les mêmes typologies d'abus. C'est pas forcément les mêmes processus pour, les mettre en lumière ou voilà, ou pour les processus d'enquête. Enfin, c'est théoriquement plus ou moins la même chose, mais en pratique, c'est pas tout à fait pareil. Mais toujours est-il, donc je crois que c'est depuis 2018, je crois, à vérifier, hein, 17 ou 19. Donc il y a cette typologie qui est la même, quelles que soient les sections. Et donc ça a évolué dans ce sens-là. Après, là, l'évolution suivante, c'est celle de se dire que on va de plus en plus vers l'idée d'une zéro tolérance. Simplement, simplement, bah, voilà, pour l'instant, c'est ce qu'on dit. En pratique, bah, il faut des ressources, hein, pour faire des enquêtes. Il y a aussi toute la question de la remontée d'alerte, comme partout, on entend en particulier parler avec MeToo, mais voilà, c'est pas facile d'être un lanceur d'alerte, c'est pas facile de se plaindre de quelqu'un. On a peur des conséquences pour sa carrière, et cetera. Donc il y a tous ces sujets-là, mais disons quand il y a des choses qui remontent, bah, MSF essaye, d'enquêter. Après, MSF est limitée aussi, dans ses enquêtes, non seulement donc par les ressources humaines, enfin par les moyens qu'elle peut mettre en place, même si elle essaye d'en mettre de plus en plus, mais elle est limitée aussi par, l'accès, à l'information. Donc en général, ça se passe par des entretiens. Ce qui est intéressant, c'est que, il s'agit d'enquêtes administratives internes. Donc, on a nos propres règles et le niveau de preuve n'est pas du tout le même. Il suffit de d'être convaincu, en tout cas d'emporter la conviction, de la cellule des abus
pour considérer qu'une personne est coupable, enfin voilà, au sens de la typologie des abus. Alors c'est quoi, Et excuse-moi, justement, la typologie des abus? Juste parce ouais, que, pardon, alors ce que je peux dire, cette typologie, je peux donner quelques exemples, hein. Bah, il y a ce qu'on va considérer comme du harcèlement, intimidation, donc avec des définitions, des exemples précis. La question de l'exploitation ou l'exploitation sexuelle. Alors, il y a les abus sexuels qui font l'objet de quelque chose en particulier. Par exemple, les insultes, ça va être défini, mais là, je les ai plus parfaitement en tête. Bah, il y a aussi les agressions, agressions physiques. Ça fait partie des abus, mais voilà, on a, disons, des listings précis d'abus qui sont pas très nombreux, mais à chaque fois bien définis avec des exemples précis. Euh, et, euh, et donc, c'est sur la base de ces définitions-là que on peut se plaindre et qu'en même temps, on va caractériser ou non euh, des abus après, à la suite d'une enquête. OK, OK. Oui, donc tu disais, c'est quand même de plus en plus, pris en compte, et qu'après voilà, il y a toute une procédure d'entretien, d'enquête qui se fait en interne Ouais, et qui après, peut déboucher ou pas, voilà, donc l'objectif c'est de faire remonter ça et aider oui, là-dessus. C'est ça que tu voulais dire? ouais, oui, oui. OK. OK, parfait. Hem il y avait un autre sujet qui m'était venu et qui m'a échappé. Si, si, ça y est. Du coup, là, maintenant, un peu avec, le recul, avec ton expérience, avec ces réflexions, je sais que tu travailles sur d'autres, sujets de recherche aujourd'hui, mais à ton avis, qu'est-ce qui resterait à explorer comme, sujet de recherche en sociologie sur justement le travail humanitaire, sur le secteur humanitaire? Bon, il y en a énormément. Je pense le plus grand angle mort, bon, pas du tout seulement de ma thèse, mais le plus grand angle mort en général, c'est celui du personnel national. Moi, tous mes articles, ma thèse, elle porte sur le personnel international, parce que c'est celui auquel j'avais facilement accès, parce que c'était mes collègues, parce que je pouvais les retrouver quand je rentrais chez moi, parce que aussi, ne m'avait pas empêché, je vais le dire comme ça, de m'y intéresser. Alors que pour faire des enquêtes sur le personnel national, disons, j'aurais eu besoin du soutien de l'organisation que je n'avais pas. Peut-être que je pourrais avoir aujourd'hui si je frappais à des portes. Clairement, je pense que c'est un sujet hein, pour les organisations, mais après, elles n'ont pas forcément les moyens ou le temps ou l'énergie ou la conviction de s'y mettre. En tout cas, clairement, il y a pas, moi je connais pas d'écrit, quasiment pas, sur les personnels dits nationaux qui aujourd'hui peuvent prendre un autre nom selon les organisations, mais il y en a pas. Or, ils représentent 90% de la masse. Et là, il y a énormément de sujets. Donc là, par exemple, tu disais, je m'intéresse à d'autres sujets. Bon, là, je travaille juste en ce moment à la question de la précarité. Mais clairement, la question de la précarité pour le personnel national, elle est d'un tout autre ordre que celle du personnel international. Quand on a des gens qui doivent aller à l'autre bout de leur pays, qui sont séparés de leur famille pendant 6 mois pour des salaires de misère, euh, et dont on se débarrasse au bout de 6 mois parce que le projet dure pas plus de 6 mois ou parce qu'ils ont fait une mini faute qu'on aurait pardonné 50 fois à un personnel international, mais qu'on attend. Enfin bon, la question du personnel national pour moi est sans aucun doute un grand sujet. Et là, enfin, on peut tout travailler, quoi. Je dis précarité, mais on peut travailler, enfin, on Ouais. peut travailler beaucoup de choses sur le personnel national. Ah, Là-dessus, bah, du coup, je me permets, j'ai un petit apport. Il y a une étude qui avait été faite, alors c'est de la psycho, hein, ouais, qui avait comparé, les facteurs de stress, entre personnel national et personnel international et dedans justement, le côté insécurité de l'emploi, était beaucoup plus forte, chez le personnel national que chez le personnel international. Il y en a pas 10 000, mais je sais que j'en ai une qui montre ça de façon, significative. oui, oui. Non, évidemment, comme toujours, quand on cherche, on va trouver. Mais disons que, euh, je vais dire un truc au hasard, mais en tout cas, vu qu'il y a 10 fois plus de personnes nationales que d'expatriés, il n'y a pas 10 fois plus de travaux de recherche sur les personnels nationaux que sur les expatriés. C'est Ouais. plutôt le contraire. Voilà. Donc il y a un rapport, disons, je sais pas, un truc de 1 à 100. Voilà, ce n'est pas. Et on ne connaît pas les personnels nationaux, on ne connaît pas leur parcours de vie, on ne sait pas qui ils sont, on les connaît pas. On les embauche vite fait pour leur qualité technique et puis on s'en débarrasse aussi vite.
Ça, c'est pour le gros. Après, effectivement, il y a quelques épiphénomènes avec des gens qui vont monter dans la hiérarchie, qui vont devenir expatriés. Mais voilà, ils représentent pas beaucoup. C'est ceux qu'on voit, mais c'est pas ceux qui représentent la masse. Mmh. Ouais, ouais, c'est un angle mort. C'est un angle mort qu'il y a d'ailleurs sur ce podcast aussi. J'avais demandé à Bioforge, j'avais pu faire quelques interviews, de personnel formé à Dakar, Mhm. à Bioforce Dakar. Mais c'est vrai que même pour moi, c'est pas facile, d'y avoir accès et que malgré tout, les profils que j'avais interviewés, ça restait du staff qui avait commencé en tant que staff national et qui ensuite avait, été devenu staff international. Donc c'est vrai, hein, c'est vrai que c'est un angle mort. Ce serait quoi les sujets que tu aimerais, aborder en particulier sur cette population-là? Tu as le droit de répondre tous les sujets, hein. Bon, sur cette population-là, bah, à vrai dire, tu vois, je sais pas, j'aurais envie de les connaître. Là, j'ai pas, c'est un peu les parcours de vie, mais là, tu vois, il faudrait prendre un projet en particulier Ouais. d'une organisation X et juste aller discuter un peu avec tous et les connaître. Et après, bon, je sais pas, bon, moi, les trucs qui me frappent un peu, c'est quand même le deux poids, deux mesures vis-à-vis des sanctions de faute au travail. En général, on est beaucoup moins tolérant vis-à-vis d'eux. Il y a ça, mais je sais pas, je saurais pas dire. En tout cas, Bon, mais tu l'as là, dit, il y avait déjà la précarité, quoi, déjà la notion de la ouais. précarité chez les travailleurs humanitaires. Donc Oui, oui. dans ce travail que tu fais là en ce moment, la précarité chez les travailleurs humanitaires, ça dit quoi exactement? Bon, ça dit pour le dire vite, c'est que, en tout cas, là, dans la façon dont je le présente, euh, c'est qu'on a des gens qui subissent les contrats courts, parce que, en tout cas, chez Médecins Sans Frontières, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est des CDD le temps des missions, et il n'y a pas de CDI de mission. Et donc, il y en a pour qui ça convient très bien, c'est-à-dire qu'entre chaque mission, bah, ils sont très contents, comme ça, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils vont faire un mois au ski, prendre des cours de guitare, ou partir. Voilà, il y en a qui le vivent très bien, et puis il y en a d'autres pour qui c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils n'ont pas forcément les ressources familiales, les ressources financières pour se financer entre-temps, parce qu'il n'y a pas forcément de chômage dans leur pays. Et puis il y en a, à force de faire des missions, bah, ils cotisent pas à la retraite, puis il n'y a pas de retraite dans leur pays. Voilà. Donc pour le faire vite, disons qu'il y en a pour qui ça se passe très bien, ils le vivent. Et au contraire, c'est ce qu'ils recherchent. Et puis d'autres, c'est compliqué. OK. Et donc au début de l'entretien, là, tu disais, enfin que justement, ce travail de recherche, enfin évidemment, ça avait changé un peu ta perception, du secteur humanitaire. Hem, je constate que tu y es toujours un petit peu attaché, enfin tu continues à faire des Oui. des 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 missions. C'est quoi pour toi finalement, heu, ta motivation à continuer à travailler et à t'investir dans ce secteur-là? Bon, il y en a plusieurs. Alors d'abord, c'est un secteur qui me fait toujours. Il y en a plusieurs. Euh, il y a le fait de l'exotisme, le goût pour l'exotisme d'une certaine façon, qui est partagé par un certain nombre de gens qui sont dans le milieu. Voilà, d'avoir l'opportunité d'aller dans des contextes complètement improbables, euh, et qu'on ne verrait pas autrement. Donc ça, c'est toujours motivant, même si je ne pars pas très souvent. Mais ça, c'est toujours motivant. Il y a le fait que maintenant, bah, à force d'y avoir réfléchi, je suis quand même de plus en plus légitime sur les questions, sur la question, et donc je me sens à l'aise. Je sens que c'est un milieu que je connais, et, j'ai le sentiment voilà, d'être à ma place. De ce point de vue-là, je continue de croire et de trouver que les gens avec qui je travaille, en général, je les aime beaucoup. Enfin, je trouve que c'est des gens souvent assez incroyables. Enfin, de mon point de vue personnel, c'est des gens que je peux admirer. Euh, parce que c'est des gens assez souvent très ouverts, de plusieurs cultures, qui ont plein de passions. Et voilà. Et donc, je me sens à l'aise aussi avec ces gens-là. J'aime bien les gens qui sont dans ce milieu-là. Voilà. Et puis après, est-ce que je crois que les effets pervers l'emportent sur le reste? Je sais pas. Et à la rigueur, peu importe. Il faut bien faire quelque chose de sa vie. Euh, et tant qu'à faire, autant être dans un milieu comme celui-là,
où on essaye de faire le moins de mal possible, disons. Même si on fait peut-être pas le mieux qu'on peut, en tout cas, ou qu'on fait pas forcément énormément de bien, au moins on essaie de pas trop faire de mal. On essaye. Et Et c'est heu et c'est peut-être justement tu parce que tu parlais tout à l'heure des effets pervers de l'action humanitaire, mais tu 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 sais, il y en a qui critiquent en disant: «C'est une goutte d'eau dans l'océan», que, il vaut mieux, commencer à travailler, à aider, devant chez soi plutôt que d'aider, à l'international. Enfin, tu vois un petit peu toutes ces critiques-là, tu les gères comment pour toi? Comment tu les moi, pour moi, admets? il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ça. C'est comme, le changement climatique, si on est convaincu que, il faut lutter contre, bien sûr, moi, j'aurais envie de dire instinctivement, bah, il faut agir, tout en haut il faut prendre les bonnes décisions. Qui vont dans une certaine direction. Mais en vrai, ça n'empêche pas individuellement aussi de travailler pour ça, l'un n'empêche pas l'autre et donc c'est pareil dans le milieu humanitaire. Oui, c'est des gouttes d'eau, quand bien même, quand bien même on considérerait qu'il n'y ait pas d'effet pervers. Enfin, si on considère qu'il n'y a pas d'effet pervers et disons que c'est globalement positif, eh ben, pourquoi s'en empêcher? Si on considère ça, même si c'est des gouttes d'eau, bah, il vaut mieux quelques gouttes d'eau, puis surtout cumulées, bah, ça se trouve, ça peut faire un tout petit peu bouger les lignes. Hem, voilà, enfin et c'est aussi comme, je sais pas, comme le pompier qui intervient, bah, le pompier, c'est pas le médecin, mais il faut pas empêcher les pompiers de venir. OK, on n'a pas fait de prévention des risques et du machin, mais enfin, il faut de tout, quoi. Il faut de tout pour faire un monde et donc Tu voilà, c'est comme ça que je gère ça. tu Heu, utilises exactement l'analogie que j'utilise. Je compare oui, toujours ça tu sais quand il y a les débats, humanitaires d'urgence ou de développement oui, ah oui, c'est et où je dis: «Oui, oui, mais c'est super les médecins, mais les médecins s'il y a pas de pompiers, qui font mal parce ils sont pas médecins et qui voilà, en fait, il y a plein de patients qui vont jamais voir le médecin quoi et qui». Tu considères, d pour parler d'MSF justement un petit peu, tu adhères un peu à ce côté, MSF c'est le SAMU du monde? Cette expression, je sais pas si je l'ai déjà entendue. Non, enfin, je sais pas qui dirait ça. En tout cas, je pense pas que chez les dirigeants, il y en ait qui se présentent comme ça. Je pense pas et puis c'est clairement pas, là, pour le coup, quand tu parlais de goutte d'eau, c'est clairement pas le SAMU du monde dans le sens où, même dans un pays où MSF va être très présent, du genre la RDC, beh, en fait, même si on a souvent MSF a même peut-être plus d'argent, investi plus d'argent que un montant supérieur à celui du budget du ministère de la santé, tous les ans, eh ben, ça n'empêche que MSF, n'agit que dans, quelques petits villages du pays et que même à l'échelle de ce pays-là, c'est une toute petite goutte d'eau. Donc, même dans un pays où MSF va beaucoup intervenir, ça reste de la goutte d'eau et c'est pas du tout le SAMU du pays. Heu, Même si, il y a un pool d'urgence Congo et cetera. Enfin bon, ça reste petit globalement. Enfin, on n'a évidemment pas les moyens, 1 ou 2 milliards d'euros de budget par an. C'est beaucoup comme ça sur le papier, mais c'est rien, par rapport aux besoins d'un SAMU mondial. Ouais, ouais, ah bon après si on parce que donc Médecins sans frontières, c'est à peu près 2 milliards d'euros de budget annuel, c'est quand même parmi les 5 plus grosses ONG, Oui, internationales, oui. mais tu vois, on peut dire que c'est pas grand-chose, mais on peut aussi dire que, le PIB de la RCA, la République centrafricaine, c'est 2,6, milliards, tu vois? Mmh. Donc c'est toujours, un peu ambivalent je trouve des fois, ce secteur humanitaire. Ça a quand même de l'impact, on en parle, c'est même invoqué, dans certains conflits, à des niveaux diplomatiques. En fait, la raison humanitaire, elle est invoquée à plein de niveaux différents et en même temps, c'est vrai que quand on discute, avec les gens qui connaissent un petit peu le secteur, il y a une sorte d'humilité à force, de dire: «Bon, on fait ce qu'on peut, quoi». Mmh. Oui. OK, bon c'est super intéressant et donc du coup, donc là en ce moment tu travailles un peu sur la précarité, des travailleurs humanitaires. Il y a d'autres sujets, en lien avec le secteur humanitaire. Je sais que tu travailles sur d'autres sujets, mais il y a d'autres, sujets que tu vas bientôt sur lesquels tu vas bientôt travailler ou qui sont en préparation? De toute façon, tous ces sujets-là, je me lance dessus, de façon, tout à fait, personnelle.
et autonome. Enfin, personne ne me demande de travailler sur ces sujets-là. Donc après, moi, j'avais travaillé sur la question de la faute au travail, du hors-travail. C'est quoi le hors-travail chez MSF? Mmh. Sur la question de qui a le droit de parler, chez MSF, j'ai appelé ça la politisation, ou la question de l'acceptation. Enfin, moi, j'ai travaillé sur différents sujets. Aujourd'hui, je commence à un peu avoir fait le tour quand même des sujets qui vraiment me taquinaient. Il y en a un qui m'intéresse toujours, que je sais pas si j'aurai l'occasion de le traiter à un moment, c'est celui de la sanction. Donc j'ai travaillé avec une collègue qui s'appelle Stéphanie, Ménéghini de MSF France. On avait fait un article donc sur la question de la faute au travail, et c'est de savoir à partir de quel moment on va caractériser la faute. Mais il y a une autre question qui m'intéresse avec ça, c'est heu, la question de la sanction et qui on va sanctionner, à quel degré, et surtout l'application de la sanction. Dans quelle mesure on va pouvoir appliquer en interne une sanction, et pourquoi il y a telle personne, on va pas pouvoir lui donner de sanction. Enfin, Mmh. il y a plein de raisons, et ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Voilà, mais là, comme ça, j'en ai pas for j'ai plus forcément énormément de sujets. Bon, après, il y a toute la partie, personnel national dont on a parlé. Non, c'est bien, ça donne des perspectives. Bah, donc du coup, si jamais, il y en a qui écoutent le podcast et qui, sont en études de sociologie ou qui ont envie d'aller pousser ces questions un petit peu, j'imagine qu'ils peuvent te contacter. Oui, oui, bien sûr. Tu assez accessible. Ouais, oui, normalement, je pense qu'on tape mon nom sur Google, on finit par trouver. Oui, oui. Bon, bah, c'est super et du coup, justement, en s'adressant un petit peu au public du podcast, ce serait quoi un peu les conseils que tu donnerais, à quelqu'un qui veut se lancer dans le secteur humanitaire? Dans le secteur humanitaire, heu, ce qu'il y a, c'est qu'il y a plein de façons d'y rentrer, puis ça dépend ce qu'on met dedans. Mais disons, pour faire, disons chez MSF, je vais prendre l'exemple que je connais, si quelqu'un veut travailler chez MSF, bah, alors il y a aussi plein de métiers, donc ça va dépendre du métier, si on est plutôt médical et cetera. Mais même si on est médical, ouais, je pense que c'est bien d'être curieux, quoi, en général, d'essayer de lire un maximum, d'écouter, et puis, quand bien même on n'aurait pas eu le temps trop de lire avant et de se préparer au milieu, bah, de rester aussi humble que possible et essayer de faire confiance, bah, à ceux qu'on qui n'ont pas forcément le même niveau de diplôme et qui parfois, voilà, ont des métiers, mais de leur faire confiance parce qu'ils ont de l'expérience sur d'autres terrains, et c'est riche aussi, quoi. Bon, c'est un peu niais, ce que je raconte, mais bref, faire preuve d'humilité autant que possible. Enfin, c'est un milieu, c'est ouais, je sais pas trop répondre, mais en tout cas d'être curieux, quoi, d'être curieux, se renseigner. Ouais, C'est un peu tu parles plus de la disposition mentale, en fait, j'ai ouais, l'impression. ouais, peut-être, ouais. Ouais. Oui, 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 je pense que c'est bien d'être, bon techniquement, mais c'est clairement pas, c'est presque un piège. Alors je pense Bah, que quand c'est on croit trop en ses compétences techniques, ça peut mal se passer, quoi. faut rester un peu ouvert d'esprit et Ouais, OK et essayer de partir avec le moins d'a priori possible. ouais. OK. Bon, bah, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des sujets que tu aurais aimé aborder, avant qu'on clôture cette discussion? Non, non, c'est bien là, on a bien fait le tour, non, c'est gentil de m'avoir laissé l'opportunité de redire quelque chose, mais non, non, j'ai dit les éléments principaux, auxquels je pensais. OK, bah, hésitez pas et puis si vous faites des recherches aussi, sur Ludovic, il y a plusieurs de ses articles qui sont disponibles, je sais que tu en avais fait dans le média alternative humanitaire, voilà, la thèse, elle est disponible, on la trouve facilement, en ligne, enfin voilà, donc en tout cas, hésitez pas à regarder un petit peu aussi les différents écrits. Parce qu'on exprime aussi parfois mieux à l'écrit, sa pensée qu'à l'oral. En tout cas, c'est souvent, mieux construit puisqu'on a pris le temps de se faire relire et tout ça. Donc en tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir, apporté ton éclairage et ton témoignage là-dessus Bah, merci Bertrand, et merci, puis, merci. heu et puis peut-être à bientôt alors. OK, ça marche. Ciao, Au ciao. revoir. Bye bye.